J'ai été victime d'attouchement par ma mère. J'avais entre 5 et 8 ans. À cet âge-là, on devrait être protégé, choyé, entouré d'adultes bienveillants. Pourtant, c'est l'âge auquel ils ont osé voler mon enfance, mon insouciance. Mon frère aîné. C'est à ce moment-là que mon corps a somatisé. Donc oui, j'ai commencé à avoir de fortes angoisses, des difficultés à m'endormir. J'ai été victime d'inceste de la part de mon père, de mes 8 à mes 19 ans. Complètement dans l'empathie avec ce frère, c'était mon frère. Mon parent. Beaucoup de peur, de la catatonie, enfin le fait de rester complètement figé sous la douche, ou allongé par terre sans pouvoir bouger ou faire quoi que ce soit, me mettre à pleurer sans raison, vomir, beaucoup vomir. J'ai appris à me cacher, à avoir peur et à me taire. Issu du milieu familial, c'est effectivement extrêmement difficile d'en parler. Que j'avais 13 ans quand mon frère a commis un inceste sur moi. Il m'a toujours dit que c'était un secret entre nous et que chaque père aimait ses enfants comme ça. Je pouvais pas partir, c'était un secret, etc. Donc j'ai pas pu partir. Pas bien du tout, sans vraiment comprendre pourquoi. J'ai envie de mourir. À 17 ans, j'ai voulu me suicider. Je prenais des drogues, je me mettais dans des états pas possibles juste pour fuir la réalité. J'ai le droit d'accéder au bonheur et c'est ce que je souhaite à tous les survivants. J'ai toujours su que j'écrirais ce livre un jour. C'était là, en moi, depuis longtemps. Une sorte de promesse silencieuse que je m'étais faite. Mais il manquait quelque chose. Le bon moment peut-être. Ou le courage de plonger, vraiment. Et puis un jour, il y a eu ce déclic. Une discussion, un échange simple, presque anodin, mais qui m'a bouleversé. Quelqu'un m'a dit, tu dois écrire. Pas plus tard. Maintenant. Alors j'ai compris que ce n'était plus une envie. C'était devenu une nécessité. J'ai commencé à écrire pour moi, pour déposer ce que je portais depuis trop longtemps. Les souvenirs, les blessures, les silences. J'avais besoin de poser les mots, de les regarder en face. Pas pour m'enfermer dans le passé, mais pour lui redonner une forme, une voix. Et très vite, c'est devenu plus grand que moi. J'ai compris que ce livre, c'était aussi pour les autres. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore pu parler, qui se sentent seuls, incompris, brisés. Si mon histoire peut leur tendre un miroir, leur dire « je te crois », alors elle aura une utilité.
L'écriture n'a pas toujours été simple. Il y a eu des pauses, des remises en question, des passages difficiles. Mais à chaque fois, quelque chose me ramenait. Une force. Peut-être celle de l'enfant que j'étais, qui avait tant attendu qu'on l'écoute. Aujourd'hui, ce livre existe. Et s'il peut, ne serait-ce qu'une fois, ouvrir un espace de parole ou déclencher une prise de conscience, alors j'aurais accompli ce que je devais faire. Je passe pas mal de temps chez Jean-Marie et Gwenaël pour me confier et chercher du réconfort. En ce début de semaine, j'appelle aussi mon ami Denis, avec qui j'ai des liens très forts et qui est toujours à mes côtés pour tous les moments joyeux ou difficiles. Je lui raconte tout. Il est complètement retourné et me demande encore et toujours de le rejoindre chez lui à Dax. Jeudi 10 décembre, le matin. Je fais un nouveau passage à la gendarmerie. J'ai rassemblé des éléments inédits, des précisions, des dates, des adresses, des noms. Après avoir encore une fois déposé, je suis pris en charge par un assistant social de SOS Victimes. Le poste vient d'être créé. Il me dit souvent « Monsieur Breton, vous me faites très peur ». En effet, je suis en état de choc, comme si j'ai tout fait. Je me retiens de prendre une arme et d'aller tuer mon agresseur et ceux de ma sœur. Je lui annonce que je vais partir à Dax. Il me dit que je ne devrais pas conduire. Je ne suis effectivement pas du tout en état de prendre le volant. Je rentre à BD. Je fume quelques joints. Je fais mon sac. Il est 13h. Je pars. À 15h17, je suis à Nantes. J'envoie un texto à Denis. C'est compliqué pour conduire. Je ne prends pas l'autoroute parce que je ne peux pas rouler vite. Je sens que je risque de me tuer si j'accélère de trop. Je ne veux pas non plus traverser Bordeaux car je suis passé sur le pont de Nantes et des envies de tourner le volant vers le vide m'ont traversé l'esprit. À Bordeaux, je sais qu'il y a 2 ponts, dont celui d'Aquitaine. J'ai peur de sauter. Je décide de passer par Mont-de-Marsan. Je fume, pétard sur pétard. Le siège avant passager est une table à rouler. Je conduis en tenant le volant avec les genoux. À 20h23, alors que je suis près de Bordeaux, nouveau texto à Denis. Que c'est dur. On est en plein confinement. Le couvre-feu est à 21h. Pendant 2 heures, je passe à travers les barrages et contrôles de police. Je suis défoncé. Je suis au-dessus de tout. Je me dis que si je me fais arrêter par les gendarmes en plein confinement, avec de la drogue dans la voiture, ce sera tellement dérisoire par rapport à ce que j'ai vécu et ce que je suis en train de vivre. 22h56. Denis, je suis à 30 km. J'ai mis 10 heures pour arriver. Quelques instants plus tard, il est là pour m'accueillir. Les mots ne sortent pas, je suis épuisé, je m'endors. Les 2 jours qui suivent, il m'accorde tout son temps. Nous allons nous promener sur les plages de Souston. Je me confie énormément. Sa femme et lui me disent qu'il va falloir que je voie des médecins. Je me sens tellement mal que je me demande à être interné à Dax. La clinique me conseille de le faire en Bretagne, parce que mes enfants sont là-bas et que je vais devoir gérer les procédures judiciaires. Quelques coups de fil à mon médecin traitant, à Ludivine. Denis me demande si mes enfants sont au courant. Je réponds qu'ils connaissent seulement une partie de mon histoire. Il me dit de tout leur dévoiler. Le lundi, je me décide à appeler Enzo et Élise. Long monologue, d'1h15. Je raconte tout, encore une fois. Élise débarque 2 jours après, le 16 décembre.
Je suis amaigri, faible. Je marche comme les prisonniers dans Midnight Express. Mais je suis moi. On part tous les deux à Bayonne. On y fait des achats de Noël sans aucune limite. Et puis, nous retournons, en Bretagne. 6 heures, d'une traite, en prenant la route des ponts. Avec des discussions confidences, comme jamais. 6 heures émouvantes. Sans musique. Elle n'a pas sa place. Le lundi suivant, le 21 décembre, j'ai mon premier rendez-vous avec un psychologue qui a la gentillesse de me rencontrer avant de consulter un grand spécialiste du domaine de l'inceste. C'est Ludivine qui m'amène à rencontrer Loïc Villerbu, un homme qui va illuminer ma vie.